Donc vous avez posé pour nous les fondements de ces concepts sur l'aménagement durable et de la santé. Nous sommes un peu plus outillés pour la suite de la matinée. Et je vous propose maintenant de les illustrer par l'expérience d'une autre collectivité bretonne, c'est Rennes Métropole, qui s'est engagée vers une métropole du bien-être et de la santé. C'est une explication qui nous sera délivrée à deux voix par Jean-Luc Gaudin, qui est vice-président à l'aménagement de Rennes Métropole, maire de Pompéan et président de la société publique locale Territoire, je vous en prie, et Frédéric Offray, urbaniste référent urbanisme santé à Rennes Métropole. Une petite question, pouvez-vous partager avec nous la façon dont Rennes Métropole s'y est pris pour intégrer les enjeux de santé dans l'urbanisme et l'aménagement? Bonjour à toutes et à tous. Donc on va essayer de faire ça à deux voix. On n'a pas à répéter. Donc on va essayer de démarrer. Peut-être sur la première partie. Voilà. Voilà. Alors, oui, je vais commencer par introduire le propos, notre présentation. Vous rappelez que on s'inscrit pleinement dans les orientations qui ont été présentées jusqu'à présent, et notamment au travers de ce guide urbanisme favorable à la santé, que vous allez percevoir au travers de l'intégration de ces éléments de santé dans le plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole, qui est en cours d'élaboration, qui arrive à sa fin, en fin d'année 2019, pardon. Vous allez voir un certain nombre de thèmes, de préoccupations qui ont été intégrés dans ce dispositif, mais au préalable quand même, et au-delà de ce dont on s'est imprégné ces 10 dernières années en étant membre de ce groupe de travail urbanisme et santé, on a quand même sur la ville de Rennes un certain nombre d'acquis, un terreau favorable qui nous a permis d'initier et d'aller un peu plus loin dans ces démarches. Alors, notamment parce que Rennes est une ville santé depuis 1990 et on a été un des membres fondateurs. On s'inscrit donc dans cette approche globale et positive de la santé. La ville de Rennes a initié depuis 2011 un plan local santé qui n'est pas un document réglementaire, hein, contrairement à ceux qu'on va vous présenter tout à l'heure. C'est une démarche de la ville de Rennes, un document cadre pour mettre en œuvre ces éléments de santé, et donc qui s'ouvre largement au champ de l'urbanisme, de l'environnement et de l'aménagement, qui est au passage en cours d'actualisation. Et puis depuis cette date, un certain nombre d'initiatives, de démarches ont été initiées dans ce sens d'un urbanisme favorable à la santé, donc, notamment parce que la ville de Rennes et Rennes Métropole sont membres de ce réseau Bretagne Urbanisme et Santé. On a participé à l'élaboration du guide, on participe à un certain nombre de colloques, contributions, de formations également. On pourra peut-être en dire quelques mots sur l'importance de former à la fois les urbanistes et les futurs acteurs de la santé à ces démarches concomitantes. Des participations à des réflexions plus nationales ou internationales, une implication aussi dans ce système, dans cette approche d'intégration de la santé dans les opérations d'aménagement. Et puis on est en train, à l'échelle de la ville de Rennes et de Rennes Métropole, d'insuffler une démarche interne visant à améliorer le partage de cette culture urbanisme favorable à la santé, notamment en mettant en place un système de référent santé dans les différentes directions et services pour que, à chaque instant, à chaque niveau de décision, eh bien, cette santé soit mieux prise en compte. Alors, il y a également des applications concrètes, parce que c'est souvent ce qu'on nous dit du côté des urbanistes et des aménageurs, c'est que, ok, tout le monde partage ces orientations, ces enjeux, mais il faut aussi pouvoir en démontrer la plus-value. Et la plus-value, elle se montre souvent au travers d'exemples concrets. C'est ce qu'on a essayé d'initier il y a déjà un petit moment au travers d'une évaluation d'impact sur la santé sur le secteur de Pontchaillou, qui nous a permis de construire progressivement cette culture et des éléments de méthodologie. Et puis, ça sera présenté cet après-midi plus dans le détail par une des collègues de la ville de Rennes, une démarche urbanisme favorable à la santé sur le quartier du Gros Chêne. Et tout ça nous a permis, cette antériorité, cette culture, cette volonté politique
Et je me permets là d'insister sur cette importance de combiner une approche technique, bien sûr, mais d'associer et puis de bénéficier plus exactement d'une volonté politique forte qui s'exprime ici sur la ville de Rennes par l'adjointe à la santé, Charlotte Marchandise, qui est par ailleurs présidente du réseau des villes santé en France, et puis M. Gaudin, qui est le vice-président à l'aménagement et qui porte fortement cette démarche. Donc, je lui laisse la parole pour continuer. Alors, bien évidemment, la métropole rennaise, depuis son instauration, s'est vue en face un certain nombre de défis sur des plans à mettre en œuvre. Donc le PLU intercommunal, on va en parler un peu plus longuement, mais également le plan climat, air, énergie territoriale, le plan de déplacement urbain, le plan local de l'habitat. Vous voyez que l'ensemble de ces documents cadres sont des documents qui traitent de manière transverse tout ce qui traite de la vie du quotidien et donc bien évidemment du bien-être et par là même de la santé. Donc ce sont les sujets de préoccupation. Lorsque l'on a travaillé sur le PLU intercommunal, nous avons commencé par réfléchir sur ce qu'était notre projet de territoire, comment est-ce que l'on souhaite vivre dans notre métropole, puisqu'on se limitait un petit peu à la métropole, tout en regardant un petit peu aussi ce qui se passe à l'extérieur. Et donc c'est ce qui nous a amené au projet d'aménagement et de développement durable, si on peut peut-être passer à la diapo suivante, qui nous a amené à retraduire notre projet de territoire. Alors bien évidemment, il y avait les grands enjeux qui sont ceux de la métropole, renforcer la dynamique métropolitaine au bénéfice de son territoire et de la Bretagne, ça c'était une des thématiques. Mettre en place une armature urbaine conciliant attractivité, proximité, sobriété. Là, on commence déjà à rentrer un petit peu dans les éléments de santé, dans le déplacement, dans la manière de constituer le maillage, l'accès aux services sur des villes pôles de proximité, des villes cœur de métropole, où les niveaux de service ne sont pas les mêmes, mais où les rapprochements, les liaisons avec des transports en commun sont mises en œuvre. Ce sont déjà des réflexions à ce niveau-là. Et puis, dans ce PLU intercommunal, on a voulu mettre l'accent, bien évidemment, sur la transition. Alors, d'une manière générale, la transition écologique, c'est un enjeu que maintenant, en dehors de M. Trump, tout le monde partage, et on en ressent les intérêts et les craintes aussi au quotidien. Et dans cette partie, et bien évidemment, construire une métropole du bien-être, au-delà de la santé, donc ce qui a été décrit au départ de cette journée, bien évidemment, le bien-être, c'est quoi ? Et donc les déterminants de santé qui ont été travaillés avec le HESP et tous ceux qui ont contribué à cela nous permettent aussi d'élargir bien fortement ce questionnement au service des habitants, intégrant la santé, la gestion des risques dans les projets en limitant les nuisances. Se dire aussi que nous travaillons dans un cadre légal, c'est-à-dire que le PLUI ne peut à lui tout seul tout porter. C'est-à-dire qu'on a une partie intentionnelle que l'on met de manière assez forte dans les orientations et d'aménagement de programmation sur chacune des communes. Et puis il y a une partie que l'on peut, de manière réglementaire, décliner pour là être force de proposition et être aussi garant de la mise en œuvre d'un urbanisme favorable à la santé ou pour le moins bienveillant à la santé et au bien-être. Donc dans ces orientations et d'aménagement et de programmation qui sont déclinées à l'échelle de chacune des communes, tu vas vite là Fred, nous déclinons donc un certain nombre de points d'orientation, 12 orientations qui sont en lien directement avec la santé, avec le climat et l'énergie. La première orientation est de limiter l'exposition des populations aux pollutions atmosphériques et aux nuisances sonores. On en a parlé, ce sont des conditions importantes. Prévenir les risques et nuisances, donc les lignes à très haute tension, les lignes à haute tension, et puis aussi d'autres questionnements qui se font jour sur les communes lorsque l'on parle des relais téléphoniques, lorsque l'on parle d'un certain nombre d'équipements de cet ordre-là. Les communes ne manquent pas d'être interpellées.
La pollution des sols, alors ce n'est pas tout à fait nouveau, mais il est important de remettre cela et de bien expliciter les dangers ou les craintes que l'on peut avoir à ce niveau. Les mouvements de terrain qui ne sont pas forcément qui interfèrent sur le bien-être, alors qui ne sont pas forcément dangereux, mais qui interfèrent sur le bien-être. Et en tant que maire de Pampéan, je puis vous assurer que ce sont des choses assez prégnantes. Lorsque votre maison commence à se fissurer, vous vivez beaucoup moins bien. Les émissions de radon, alors c'est un élément un petit peu nouveau sur notre secteur et la métropole rennaise. Avant, ça n'avait pas été pris en considération. Aujourd'hui, ça l'est. Il nous faudra mesurer cela, les impacts, et comment traduire ça, comment aussi indiquer à la population ce qu'il en vient, ce qu'il en est, pour ne pas tomber non plus dans un excès de crainte. C'est toute cette gestion entre indiquer des risques potentiels et ne pas sombrer dans la crainte excessive, justement, pour ne pas, là, attaquer un bien-être. Donc, les démarches d'urbanisme favorables à la santé dans les projets d'aménagement, alors là, on pourrait décliner ça de manière assez importante. Ça ne sera pas réglementaire, mais on en viendra un petit peu tout à l'heure dans quelques exemples. Améliorer le confort d'hiver, là, on vient dans la partie habitat, PLH, mais aussi plan climat, air, énergie territoriale. Le confort d'été, donc c'est toute la partie isolation thermique des maisons. Renouveler les modes d'approvisionnement et de production énergétique. Nous avons un peu de retard sur la Bretagne sur l'autonomie en matière de fourniture d'énergie et d'électricité notamment, mais voilà, comment aussi, par des règles d'urbanisme, par des règlements, pouvons-nous encourager ou inciter fortement à ce que nous ayons une production d'énergie renouvelable sur notre secteur. La partie végétalisation et prendre en compte le cycle de l'eau. Donc là, nous avons réussi aussi à travers le PLUI, à travers quelques règles, eh bien, de mettre en œuvre un petit peu quelques points sur les coefficients de végétalisation, sur la gestion des eaux pluviales à la surface, sur un certain nombre de points comme ça, nous pouvons avancer. Réduire les nuisances urbaines. Là, le champ est assez large, néanmoins c'est un questionnement. Et de la même manière que sur le Pays de Redon, les interrogations se sont posées, il nous faut nous poser ces mêmes questions. Et l'impact carbone des aménagements et des bâtiments, là également nous menons un travail avec l'IAUR, avec l'ENSAB, avec tout un groupe d'experts et de chercheurs sur les matériaux biosourcés et la construction, comment amener des constructions de demain en matériaux biosourcés avec une empreinte carbone qui sera la moins forte possible. J'enregistre cela parce que la moins forte, parce que nous aurons toujours besoin d'un certain nombre de matériaux. Néanmoins, comment est-ce que l'on peut travailler là-dessus ? Je te laisse peut-être reprendre. Oui, je vais prendre la relève autour de présentation peut-être un peu plus technique. Néanmoins, vous signalez quand même que voilà, ce PLUI a été l'occasion de faire remonter un ensemble de démarches présentes sur le territoire et que ce PLUI a un horizon d'action jusqu'à 2035, donc 15 ans pendant lesquels il nous semblait nécessaire d'inscrire des orientations fortes. Évidemment, on retrouve la santé dans toutes les orientations, mais il était important de mettre l'accent fortement sur l'une de ces orientations du PADD qui a été présentée tout à l'heure. Donc, les orientations d'aménagement et de programmation, alors, elles ont dans un document d'urbanisme une vocation, une force juridique néanmoins, même si elle n'est pas forcément accompagnée d'éléments réglementaires, un certain nombre de dispositions l'ont en revanche, mais elle est bien là pour imprimer, inviter à mettre en œuvre les différents acteurs de l'urbanisme et de l'aménagement à des échelles plus ou moins fines. Là, on est dans une échelle d'ampleur, puisque c'est sur les 43 communes de la métropole, et ça veut dire derrière initier un certain nombre de démarches complémentaires et activer l'ensemble des réseaux de la production de la ville. Alors, on a relevé donc un certain nombre de points, d'enjeux sur le territoire de la métropole. Tous ne sont pas traduits forcément dans cette OAP.
mais un certain nombre néanmoins, donc en particulier la question de la qualité de l'air et des nuisances sonores qu'on a regroupées dans une approche commune, hein, puisqu'on sait que les émissions de ces nuisances sont similaires. Donc, bien sûr, le PLUI agit là encore, et ça a été dit, dans la limite de ses capacités juridiques. Il y a d'autres documents qui agissent d'une autre manière. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'agir à la source et aussi de limiter l'exposition des populations. On s'appuie donc sur tous les documents cadres et sur tous les outils opérationnels, qu'ils soient de compétences Rennes Métropole ou des communes ou d'autres acteurs. Et l'enjeu, évidemment, c'est de sensibiliser et de communiquer fortement sur ces nouvelles approches. Donc on a mis en place un système de zones de vigilance sur plusieurs voies à fort trafic, hein, les voies de catégorie 1, 2 et 3, je ne rentre pas trop dans le détail, mais dans lesquelles des dispositions à la fois de recommandations et réglementaires s'imposent. En particulier, visant un certain nombre de destinations, les habitations dans les opérations d'aménagement, les équipements de plein air et les équipements accueillant des publics sensibles, avec un certain nombre de principes d'organisation urbaine, architecturale et paysagère qui sont préconisés. Et on est allé donc jusqu'à interdire les créations de constructions d'équipements recevant des publics sensibles dans ces zones de vigilance. Avec juste une petite difficulté par rapport à cette cartographie, c'est-à-dire que là, ce sont des éléments qui nous sont donnés par les services de l'État et qui ne sont pas forcément actualisés régulièrement. Ça, c'est une des difficultés qui nous a été retournée. Là, on est sur une cartographie qui date assez singulièrement et qui n'est pas tout à fait l'actualité que l'on espérait. On devait normalement en avoir une sur l'année 2018, ce qui n'a pas été le cas, mais on adaptera au fur et à mesure. Voilà, c'est aussi la capacité du PLUI d'intégrer progressivement de nouvelles connaissances, de nouveaux éléments, d'études en particulier, pour améliorer le dispositif. On a travaillé avec RTE, Réseau de transport d'électricité, parce qu'il y avait une préoccupation sur le territoire, notamment autour des champs électromagnétiques. Cette collaboration avec RTE nous a permis de prendre en compte, au-delà de ces champs électromagnétiques, plusieurs champs, enfin plusieurs domaines, l'exploitation et la maintenance et le risque électrique. Et là aussi, on a mis en place un système de zones de vigilance avec des épaisseurs variables selon la tension des lignes, où on interdit un certain nombre de destinations, étant entendu que, là encore, je vous prie de m'excuser de le rappeler, mais le document d'urbanisme, le PLUI, ne peut pas tout dire, tout faire sur tous les domaines. Il est obligé de s'inscrire et de s'appuyer sur le code de l'urbanisme et de respecter ce qu'on appelle les destinations et les sous-destinations. Voilà. Et pour l'instauration, enfin les autorisations de construire, on est obligé de s'appuyer sur ces aspects. C'est-à-dire que nous avons le devoir, bien évidemment, de faire savoir, de faire connaître les difficultés, mais on ne peut pas tout interdire. C'est un enjeu un peu délicat, et puis ce sont aussi toujours des perceptions qui peuvent être assez subjectives sur ces craintes par rapport aux éléments électromagnétiques, on le sait, et il nous a fallu, alors avec RTE, trouver la bonne acceptation de l'un et de l'autre sur ce sujet-là, et en discussion aussi avec les collègues sur les communes, trouver la bonne mesure pour ne pas entraîner plus de craintes qu'il ne le fallait, mais néanmoins avoir une vraie vigilance par rapport à cela, et donc essayer d'objectiver. Ce qui n'est pas toujours très simple, parce que en ce domaine, nous n'avons pas non plus, côté État ou côté santé, eh bien des directives très claires, très nettes, qui nous disent, voilà, à telle distance, le risque n'y est pas, ou à telle distance. Donc, nous avons procédé avec RTE par sondage, c'est-à-dire que nous avons fait un certain nombre de mesures sur l'ensemble du territoire pour essayer de déterminer ce qu'étaient les niveaux de tension électromagnétique à telle distance, et pour arriver à proposer ces distances-là sur l'ensemble du territoire métropolitain. Alors, on me signale qu'on n'a plus que 3 minutes, donc je vais aller vite et balayer les points principaux de cette démarche, donc des mouvements de terrain qui sont nombreux. Il y a aussi la question de la pollution des sols miniers qu'on a intégrée, notamment sur Pompéan et Bru.
La question du radon, il en a été question, enfin, ça a été évoqué tout à l'heure, donc c'est effectivement une préoccupation nouvelle qui existait, bien sûr, hein, mais qui n'était pas intégrée dans le document d'urbanisme. Donc le document d'urbanisme porte désormais cette volonté. Et puis il y a des nouveaux décrets qui sont sortis récemment. On a également travaillé à l'échelle de la métropole sur la question de l'offre de soins, parce que ça fait partie, bien sûr, de cet urbanisme favorable à la santé, où un certain nombre de questions se posent. Rennes Métropole ne souffre pas, n'est pas un désert médical, mais il y a des tensions sur un certain nombre de secteurs, les quartiers Grand Ensemble notamment, ou des communes périphériques qui se posent des questions. Donc on va essayer, au travers du PLUI, une fois ces éléments inscrits, de mobiliser les communes de manière à favoriser un certain nombre d'approches intercommunales visant la mutualisation, l'optimisation des structures, par exemple. Et aussi de développer un certain nombre de partenariats, on pense à l'ARS et à l'ORSB, pour y voir un peu plus clair sur ces enjeux. La question du vieillissement, ça a été évoqué tout à l'heure. Hein. La ville de Rennes et Rennes Métropole désormais sont inscrites dans ce réseau des villes amies des aînés. Ça veut dire qu'on engage de manière précise, spécifique, des questions, notamment sur l'habitat favorable au vieillissement. Sur le parc résidentiel et le parcours résidentiel aussi. Donc, il y a un certain nombre d'opérations, de nouveaux concepts pour accompagner le parcours résidentiel des personnes âgées dans leur perte de dépendance au fur et à mesure et savoir jusqu'où on peut aller avant que les personnes ne soient trop médicalisées. C'est un enjeu. Je pense qu'on a un gros travail avec l'ARS sur ce secteur-là, sur la métropole rennaise. Là, vous avez également une illustration de ce qu'on souhaite, de ce qu'on vise. Donc, on a repris, hein, bien sûr, les déterminants de santé du guide, avec un certain nombre de schémas, de prérogatives, de recommandations qui visent à améliorer, à l'échelle de ces opérations d'aménagement, tant sur l'urbain que sur l'architecture, un certain nombre de repères. Et puis, là, vous voyez, parce que finalement, ça foisonne un peu partout. Il y a plein d'actions qui sont d'ordre juridique, mais pas seulement. Il y a plein d'actions à mener, plein d'acteurs à mobiliser. Et l'un des objectifs, parce que le PLUI n'est pas une fin en soi, hein, il impulse une dynamique, mais il doit trouver des relais. Eh bien, un des objectifs, c'est de tendre vers un plan métropolitain, urbanisme et santé, qui s'appuierait sur un certain nombre d'éléments, notamment l'amélioration du cadre de vie des métropolitains. Et vous voyez que ça concerne plein d'aspects. On n'en est qu'au début de cette démarche. On sait aussi que ça veut dire une animation santé, à l'instar de ce qui se passe sur Redon. Ça veut dire qu'il faut mobiliser l'ensemble de ces acteurs. Et puis, l'un des objectifs forts, évidemment, c'est de réduire les inégalités sociales et territoriales de la métropole. Voilà, on s'arrête là. Désolé pour le temps un peu long. Merci messieurs d'avoir partagé avec nous cette expérience. Je vous en prie. Merci beaucoup.